Bonjour et bienvenue. Alors, on va introduire tout doucement le sujet et bien entendu, vous allez tout savoir sur notre intention, Géraldine et à moi. Et c'est ce qui va faire la petite heure. Nous sommes bien directs. Alors, je suis heureuse d'accueillir Géraldine Prévost-Gigant dans ce live en duo. Bonjour Géraldine et merci d'être là. Bonjour, bonjour, bonjour Béatrice. Je suis ravie d'être là. C'est une vraie joie. Mais pareil. Donc Géraldine, pourquoi je l'ai invitée? Alors parce que Géraldine est psychopraticienne depuis plus de 20 ans. Elle accompagne les femmes, elle accompagne les personnes dans la relation d'attachement affectif et tous ces dysfonctionnements relationnels. C'est au cœur de ta pratique, au cœur de ton expertise. Mais pas que. Alors Géraldine est auteure, a écrit plusieurs ouvrages, essais et romans initiatiques. Et je sais, par les titres et les sujets qu'elle aborde, c'est qu'il y a aussi la notion de pas seulement relationnel, mais relationnel au monde, c'est-à-dire la synchronicité aussi qui s'invite. Et on est tourné vers l'extérieur, pas seulement dans la relation, mais dans cet univers de perception, de sensations, de ressentis qui sont très présents dans justement la relation à soi et aux autres. Donc, Géraldine, notre sujet qu'on a intitulé, on s'est mis d'accord là-dessus parce qu'on se reliait sur ce sujet, qui sont les relations saines pour une vie pro plus belle. Alors moi, évidemment, j'accompagne dans la relation professionnelle, dans l'environnement professionnel, en intelligence collective pour des groupes, mais aussi dans l'évolution de soi, dans son environnement professionnel. Et la relation, pour moi, est au cœur de ces sujets-là dans la vie pro. Et en même temps, j'y touche aussi la vie personnelle. Donc, tu vois, on peut être, c'est pas cloisonné pour moi. Et ça, on va en parler. Et donc, merci d'être là. Et j'aimerais que tu nous en dises beaucoup sur la relation. Alors, on ne va pas pouvoir tout dire dans le temps qui nous est imparti. Mais qu'est-ce qui, pour toi, est important dans la notion de relation? Il y a beaucoup de choses en effet que je peux dire par rapport à ce qui se joue dans la relation, mais en tout cas, ce qui est important, je trouve, c'est que nous sommes des êtres de relation. Nous sommes faits biologiquement, psychologiquement, socialement, pour être en lien. C'est-à-dire que un de nos besoins, le plus important, c'est d'être en lien, d'être en relation, parce que on a besoin des autres pour notre équilibre émotionnel, psychique, et on apprend de l'autre. Et donc, je trouve que ce qui est un des éléments les plus importants dans la relation, c'est ce que l'on peut apprendre de soi au travers de l'autre, qu'on n'a jamais fini d'apprendre de soi parce que nous sommes infinis, nous sommes vastes, nous sommes un pays en découverte à chaque fois. C'est-à-dire que plus on avance et plus il y a à découvrir, et plus il y a à découvrir et plus on a envie de découvrir. Et dans la relation à l'autre, je trouve que le plus beau des cadeaux, quelle que soit la relation, c'est qu'on a toujours à apprendre de soi et toujours à découvrir des éléments que l'on ignorait de soi. Alors, c'est pas quelque chose d'autocentré parce que plus je vais découvrir des éléments de moi, plus je vais être en capacité à aimer l'autre, à accepter l'autre, à entendre l'autre, à voir l'autre. Donc, il y a vraiment un, une énergie qui circule aussi bien dans la découverte de moi au travers de l'autre, dans la relation, mais il y a aussi, je découvre un peu plus des humains qui m'entourent, des êtres qui sont autour de moi, puisqu'on est tous uniques, on a tous une sorte de codage, de notes de musique, de couleurs différentes. On est constitué d'une somme d'informations, d'expériences, de vibrations différentes. Et donc, il n'y a pas un être humain pareil sur Terre. Et c'est en ça que c'est en même temps fabuleux, merveilleux, et donc au contact de l'autre et dans la relation à l'autre, je vais aller plus loin dans la relation à moi-même, je vais aussi aller plus loin en termes d'apprentissage, et donc je vais pouvoir développer une forme de sagesse à chaque fois un peu plus, si j'accepte à les regarder
les parts de lumière, les parts d'ombre, si j'accepte d'aller regarder ce que cette relation révèle de moi de beau, ou ce qu'elle révèle de moins beau, ou ce que j'estime ne pas être beau, puisque finalement tout est OK. C'est un ensemble d'énergie, c'est un ensemble d'ombre et de lumière, c'est un ensemble de couleurs dont on est habité, et on n'a jamais fini de découvrir ça. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je sais qui je suis. Oui, mais et en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est un paysage qu'on est sans arrêt en train de découvrir. Ça, on va jusqu'au bosquet, au tournant, et puis passer le tournant de cette route, on se dit on va jusqu'à cet arbre parce qu'on ne connaît pas ce bout de chemin-là, et puis on a toujours envie d'en découvrir un petit peu plus. Et la relation à l'autre nous renvoie, c'est aussi une forme ça nous donne des indications sur ce qu'on a compris de nous et ce qu'on n'a pas encore découvert de nous-mêmes. Ça nous permet de nous jauger, effectivement. Hein, on le voit bien, moi, alors évidemment, j'accompagne dans le milieu professionnel, dans l'entreprise, dans les organisations, et je vois bien que le sujet de la relation est extrêmement sensible, est au cœur des processus, de ce qui se passe. Beaucoup ont peur de ce changement-là et n'en ont pas conscience. On se révèle de manière souvent inconsciente à soi-même. Hein, on sait qu'on change, mais on sent bien, hein, pour la majorité des personnes qui n'ont pas forcément une recherche volontaire de mieux se connaître à travers la relation. Ils savent bien qu'ils ne sont plus les mêmes il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui a opéré en soi, qui s'est transformé. Et c'est les relations, c'est les événements de la vie, les événements relationnels aussi. Et du coup, comment, justement, parce que tout le monde n'est pas dans cette conscience que la relation nous change et nous impacte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on entre dans cette conscience, on se dit, mais j'ai quelque chose à regarder là. Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Certainement qu'il y a eu auparavant un processus de maturité ou de maturation qui, à un moment donné, fait qu'on va être réceptif ou réceptive. Je pense pas que ça arrive comme ça. Il y a dû avoir un ensemble d'informations, quels que soient les canaux, qui ont petit à petit ouvert certaines portes chez la personne, et à un moment donné, elle a cette conscience consciente, mais certainement qu'avant d'avoir cette conscience consciente, il y avait inconsciemment une ouverture de conscience. Donc, je pense que c'est en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a, mais d'ailleurs, ça se voit dans le processus de thérapie ou d'accompagnement, quel que soit l'accompagnement, on voit bien, pour l'avoir vécu ou le faire vivre ou le voir chez les personnes qu'on accompagne, qu'il y a un temps de latence où en fait, il y a des choses qui se jouent dans l'inconscient, il y a des informations qui sont en train d'émerger, de se déplacer, de graviter, et à un moment donné, hop, comme une bulle émerge à la surface, l'information arrive au conscient. Et on a l'impression en fait que ça arrive comme ça. Mais il y a tout un processus qui peut-être s'est joué pendant des années, on ne sait pas. Avec un livre ici, une citation là, une conversation avec quelqu'un qu'on n'a jamais revu, une somme d'informations par plein de biais différents, crée un processus qui est en maturation et qui arrive à maturité et qui émerge à la conscience. Et à un moment donné, la personne commence à prendre conscience que d'autres choses se jouent dans sa vie et aussi entre elle et les autres. Et là, on passe donc une seconde phase. Alors, pourquoi ça arrive à certaines personnes et pas d'autres? Il y a plein d'hypothèses qui peuvent expliquer ça, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. Il y a vraiment, il y a une conscience inconsciente et elle est en process. C'est une sorte de mouvement de vie constitué d'une somme d'informations. Et à un moment donné, quand c'est le bon moment, la bonne rencontre, le bon endroit, l'âge, je ne sais pas, tout est bien configuré, tout est arrivé à maturité au bon moment, et hop, on passe à cette autre phase où là, on est conscient d'avoir conscience
que des choses se jouent entre soi et l'autre dans nos relations Mmh. et que l'on a à apprendre. Et on passe donc ensuite d'autres phases. Oui, ça me parle bien ce que tu dis parce qu'effectivement, moi j'accompagne des groupes qui n'ont qui sont pas forcément volontaires, hein. C'est-à-dire que c'est un peu proposé par la direction et ces groupes-là sont confrontés, bah, à des personnes comme moi, qui vont les emmener à regarder ce qui se joue dans le système relationnel. Et là, moi, ce que tu as décrit, je le vois dans les yeux de certains, une espèce de d'arrêt sur image où je vois ils plongent dans une espèce de pensée en se disant: «Ah, je commence à comprendre quelque chose», je le vois, hein, et leur réaction n'est plus la même. Ils commencent à être dans des silences, à se dire: «Mais ah, je suis acteur de ce qui se passe alors, hein», et là, je vois cette émergence de conscience, le voile se lève et de séance en séance, il y a des transformations pour certains et j'aime même dire s'il n'y en a qu'un pour qui ça a eu un impact, c'est magnifique et ça donc ça me vraiment ce que tu as décrit, c'est exactement le processus que j'observe pour des personnes qui ne sont pas venues volontairement, hein. C'est ça aussi, Mmh. parce que les personnes qui viennent en cabinet, en général, sont volontaires, donc il y a déjà quelque chose qui est là, mais pour beaucoup, ça n'est pas le cas et donc il y a une espèce de découverte de soi et de son système relationnel. Je trouve ça super intéressant et c'est là où les gens vont réaliser ils vont mettre des mots et qu'il y a des relations plutôt saines et des relations qui ne le sont pas. Alors, qu'est-ce que déjà une relation saine? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas forcément entendu ou l'habitude de clarifier ce terme-là? Une relation saine, c'est une relation bien souvent dans l'altérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport de force. Il y a plutôt un mouvement d'énergie, d'échange, de partage, que ce soit dans les idées, dans les émotions, voilà. Une relation saine, c'est une relation où on a la sensation que ça nous tire vers le haut, que ça nous élève, qu'on construit quelque chose, qu'il y a du positif qui en émerge. Ça, ce sont des relations saines. Des relations saines, c'est des relations où on a vraiment la sensation, et c'est vraiment le cas, que l'autre est en lien avec notre personne Mmh. et dans le respect. Et bien souvent, les relations saines sont des relations où on se retrouve avec des valeurs communes. Oui, oui. Et Voilà. il y a quand même des différences qui émergent, mais peut-être que la manière de confronter ces différences, se fait d'une façon plus souple ou plus constructive. J'utilise ces mots-là, mais elle n'est pas dans un refus d'entendre, hein. Non, elle est dans l'acceptation de l'autre. Ouais, Il y a vraiment la notion de respect qui est j'accepte l'autre dans sa différence et sa différence ne m'agresse pas. Bah non, puisqu'on a les mêmes valeurs. Donc du coup, mmh mh. sa différence, je vais pouvoir l'accepter ou l'accueillir, la regarder et m'adapter. Et l'autre va faire aussi la même chose par rapport aux dimensions qui seront les miennes et qui seront différentes de cette personne. Cette personne est OK avec ça parce qu'elle ne se sent pas en danger, puisqu'il y a cette relation d'altérité où chacun a sa place et où euh, on donne et on reçoit. On reçoit autant qu'on donne, on donne autant que l'on reçoit, et on s'adapte en fonction de nos différences, et c'est aussi assez gratifiant. On aime sentir qu'on accepte la différence de l'autre. Ça Mmh. renvoie quand même une meilleure image de soi que lorsque on se braque. Ouais, ouais. Donc c'est aussi par rapport à l'estime de soi, c'est aussi assez valorisant de sentir que on est dans l'harmonie relationnelle, que l'autre est dans le même état d'esprit, que lorsque il y a des moments d'incertitude parce que on aborde quelque chose de différent chez l'autre, différent de nous, d'avoir cette capacité à regarder, à s'adapter, à comprendre, on se sent bien avec ça. Voilà, ça c'est vraiment une relation saine et constructive. Mmh. Et ensuite, dans notre libre arbitre, on va savoir nourrir ou pas cette relation. C'est-à-dire que bien souvent, notre erreur, c'est quand ça fonctionne entre deux personnes ou avec quelqu'un d'autre. Notre erreur, quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, c'est euh, de surfer sur les acquis. Mais en fait, comme pour une relation de couple, toute relation a besoin d'être alimentée. Ouais. Elle a besoin d'être nourrie. Mmh. Elle a besoin d'être nourrie par bah,
par le partage, par le feedback, par des projets, euh, par la parole, par la communication, par la transparence. Voilà, tout ça va nourrir la relation. Et cette relation, du coup, elle va grandir. Parce que sinon, le risque, et ça bien souvent on l'oublie, c'est que si on s'appuie sur ce qui existe déjà, et on a la chance que ça existe déjà quand c'est une relation saine, ça risque de s'endormir. L'énergie a besoin d'être alimentée pour exister, pour circuler. Et on voit qu'on peut intensifier cette énergie positive entre soi et l'autre, ou bien si on ne fait rien, ça peut devenir stagnant. Et parfois, les relations peuvent s'éteindre comme ça, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses, quels que soient les domaines de vie. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a notre part de co-création et que si on ne co-crée pas, eh ben, ça s'éteint. Tu me mets des frissons. J'ai des frissons parce que mais vraiment, je t'assure, parce que c'est-à-dire que mon corps, mon esprit, tout aime ce qu'il entend. Il vient certainement confirmer tout mon vécu dans l'entreprise et dans ces accompagnements en intelligence collective où on essaie d'amener justement à des personnes qui n'ont pas l'habitude cette conscience qu'ils sont co-créateurs d'un projet, d'une transformation dans un système, parce qu'on est dans ce monde de l'entreprise où on est au service d'un projet, d'une entreprise, et donc quelque part on a à investir quelque chose de soi dans cet espace-là, et les personnes, souvent les salariés, ont du mal à savoir comment s'investir là. Et c'est là où je trouve que dans ces groupes de travail s'investit cette relation. C'est pas que sur l'objet cahier des charges, l'objet produit, c'est pas que dans le faire, c'est dans l'être, qui est très négligé dans beaucoup de systèmes. Et ce que tu décris, pour moi, c'est vraiment ça. Et cette nourriture relationnelle, elle se fait, je trouve, dans le don. Moi, c'est ce que j'ai rencontré. Je te donne de l'information, j'ai appris ça, ça peut être utile. Et ce don, cette générosité de partage, de transparence, crée cette confiance. Tu vois, on est au cœur de ces systèmes qui ont besoin de générer ces confiances. Et je me suis dit, au moment où tu disais, on doit le nourrir, mais oui, je te dis, je te donne une info, je te donne quelque chose. Et c'est ça qui va rendre sain un système où chacun vient rajouter à l'édifice service toutes ces pierres précieuses qui nourrissent l'équipe. Et c'est là où un groupe devient une équipe, parce qu'on s'accepte dans cette différence. Et là, on est dans quelque chose qui peut se passer de manière harmonieuse. Mais la vraie vie, au quotidien, avant d'accéder à ça, il y a tout un processus. Et c'est là où, si c'est pas sain, qu'est-ce que c'est? C'est dysfonctionnant. Et qu'est-ce qui s'y passe? J'aimerais bien que tu puisses m'éclairer et nous éclairer. On parlait de dire justement une relation, disons, toxique ou pas saine ou dysfonctionnelle, c'est déjà un espace où il y a du non-dit. À partir du moment où le non-dit s'infiltre dans la relation, là, ça commence à devenir un peu problématique parce que l'énergie ne circule plus puisqu'il y a un non-dit. Donc, il y a une information qui flotte dans l'air que certaines personnes, dont les hypersensibles par exemple, vont percevoir. Les hypersensibles perçoivent ça à fond les ballons, les hauts potentiels émotionnels le sentent et sont très mal à l'aise avec ça. Donc ça, le non-dit est extrêmement délétère pour la relation. Et donc, si on sent ça, c'est important de pouvoir aller au-devant de l'autre si on sent qu'il y a du non-dit et de l'aider à dire. Peut-être que la personne a peur de nous blesser, ne sait pas comment dire. On peut aider l'autre à dire. Et soi-même, si on se rend compte qu'on est dans le non-dit, et ben de trouver le moyen de pouvoir dire de la manière la plus constructive, la moins difficile, brutale, la plus douce possible. Si on est dans un milieu professionnel, la plus diplomatique possible. Il y a aussi dans le milieu personnel des relations qu'il vaut mieux quitter aussi. Hein. Donc ça, c'est dans le milieu on verra personnel. ça, oui. Donc voilà, un élément qui vraiment m'a sauté à l'esprit quand tu parlais à l'instant. Une relation dysfonctionnelle, c'est une relation où il y a bien souvent du rapport de force, où il va y avoir dominant, dominé, où il va y avoir du forcing,
où on ne va pas avoir des valeurs communes, où on va avoir un mode de fonctionnement qui ne sera pas le même, mais avec l'une des deux parties qui ne s'adapte pas et qui n'est pas souple, qui va vouloir que l'autre se suradapte à notre fonctionnement. C'est quand les personnes rigides attendent qu'on se suradapte à leur fonctionnement. Et ce n'est pas toujours possible si ça va à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de notre sensibilité, à l'encontre de notre philosophie relationnelle ou notre philosophie de vie. Voilà, et des relations malsaines sont des relations où il y a aussi, où il pourrait y avoir une forme de manipulation, c'est-à-dire on nous oblige à aller dans ce sens, on nous amène à aller là où on ne voudrait pas aller. Donc là, on voit bien que ça devient déjà étroit dans ce que je décris, que l'énergie est beaucoup plus ralentie, qu'il y a quelque chose de laborieux, que si on le vit soi-même, on va se sentir en train de ramer à contre-courant. Oui, ça m'évoque cette fatigue qui peut s'installer, tu vois, ramer à contre-courant. Il y a une fatigue relationnelle, une fatigue qui est au départ impalpable. Et dans l'entreprise, dans ces lieux-là, tu parlais de pouvoir, il y a des enjeux de pouvoir très forts. Ce qui est peut-être moins vrai dans un cercle d'amis, encore que, hein, il y a ça, mais je trouve que c'est accentué dans l'environnement professionnel. Évidemment, on a un rapport de force qui est constamment présent parce que notre société, elle est comme ça. Et du coup, ça génère ces disparités de positionnement, de capacité à se dire et à partager. Du coup, c'est là où ça ferme, hein, ce sentiment de restreindre et de fermer. Et c'est là où apparaissent les non-dits. Je ne vais pas dire ce que je pense parce que ça va me nuire. Parce que si je dis ce que je pense vraiment pendant cette réunion-là, je risque, quand je demanderai mon augmentation, comme il n'est pas content, il va me la refuser, il me trouver des excuses. Et là, on rentre dans ces jeux de manipulation, de revanche. Mais l'enjeu est hyper présent. Donc, du coup, trouver le moyen d'ouvrir un espace pour relationner de manière constructive et bénéfique, c'est ce que veulent beaucoup de dirigeants aujourd'hui. Hein. On voit que les entreprises sont à la mode de cet esprit d'intelligence collective, de co-créer. Pour autant, ça prend pas encore. Ça prend pas, je pense, à cause de tout ça. C'est puissant comme, je dirais, comme courant contraire, en fait. Hein. Et je trouve que ce qui ressort de ce que tu dis, finalement, c'est qu'il y a consciemment ou inconsciemment, la peur est là. Oui. Qu'est-ce qui rend les gens arrivistes dans le forcing, dans l'agressivité, à vouloir tout casser? C'est parce qu'il y a la peur de ne pas y arriver, c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la dévalorisation, la peur de ne pas avoir, la peur. Dans ce que tu disais, la personne qui ne va pas oser dire les choses par peur de ne pas avoir l'augmentation qu'elle attend. Donc finalement, on voit qu'il y a une émotion qui revient beaucoup, c'est la peur. Ah oui. Et nous sommes dans une société qui repose sur la peur. Oui. On a peur de beaucoup de choses et il est véhiculé une information qui repose beaucoup sur la peur. Oui. Et bon, heureusement, de plus en plus de personnes en ont conscience et commencent à prendre du recul et à voir les choses différemment et à se prendre en main par rapport à ce qu'elles perçoivent de notre collectivité et comment tracer sa route en étant tous ensemble sans être véhiculés par la peur, heureusement. Et petit à petit, une personne plus une personne plus une personne plus une personne, c'est aussi ça. Tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui fait que tout d'un coup quelqu'un devient conscient. Ben, c'est parce qu'il y a aussi un collectif. Hein, tu l'as sous-entendu tout à l'heure, tu as parlé d'intelligence collective. On est aussi réceptif à notre environnement. Et donc, si autour de moi, de plus en plus de gens s'éveillent, ben, je vais avoir accès à une information plus facilement. Je vais aussi moi-même m'ouvrir comme une petite fleur et recevoir l'information nécessaire. Donc, je crois que c'est très important d'avoir vraiment conscience dans tous les domaines de notre vie. Là, on parle du milieu professionnel parce que c'est quand même assez majoritairement comme ça que ça se passe. Mais disons que la peur, j'ai toujours dit, les choix qui reposent sur la peur ne sont jamais des mauvais choix. Sont toujours des mauvais choix. Ne sont jamais des bons choix. Dans certains milieux. Mais les choix qui reposent sur l'envie, sur le désir, sur oser, les choix qui reposent sur la joie sont les bons choix.
Donc, oui, la peur est quelque chose qui s'infiltre dans le domaine professionnel et dans les structures d'entreprise, principalement, beaucoup moins et quasiment pas oui, chez les entrepreneurs autonomes, chez les personnes qui construisent leur propre métier, qui construisent leur oui, propre chemin. Ils peuvent avoir des craintes, des doutes, parce qu'ils ont envie que ça marche. Mais c'est pas la même peur, en non, fait. non, C'est une peur parce qu'on a le trac, comme on a le trac quand on va rentrer sur scène. C'est pas du tout la même que celle qui peut être véhiculée dans certains environnements où là, c'est comme si on nous mettait sous cloche, en fait. oui, Ça nous réduit et à un oui, moment donné, on implose, on explose, enfin, il se passe un truc, voilà. On peut pas oui. se soumettre à ça longtemps, en fait, Non. Ben, on peut pas sans en souffrir, mais parce que sans en ça peut souffrir. créer On peut voilà, en souffrant, oui, en oui, souffrance. tout à C'est-à-dire fait, que c'est moi, c'est ce que malheureusement. je constate quand j'interviens, c'est qu'il y a déjà des états de souffrance bien avancés, si je peux Oui, dire. Mais c'est hyper pertinent, hein, ce que tu viens d'évoquer parce que, ces peurs, la peur d'être dévalorisé, de ne pas correspondre à ce qui est attendu, hein. Il y a vraiment un système communautaire quand on entre dans une entreprise et d'ailleurs même dans une entreprise, il y a pas forcément dans une direction ou une autre la même culture, la même manière de se comporter. C'est vraiment régi par une espèce de, souvent du directeur lui-même, hein, qui apporte sa couleur et qui va la déverser un petit peu et imposer son énergie, sa façon de fonctionner et qui va générer des peurs, par exemple, ou au contraire générer des ouvertures. Donc, dans une même entreprise, il n'y a pas forcément la même énergie qui circule. Et ce que j'ai constaté aussi souvent, c'est que les personnes qui sont dans cette situation-là, c'est le biais de conformité en fait. Elles rentrent dans ce conformisme et moi, je l'ai vécu, tu vois? J'ai été recrutée, avant l'an 2000 dans une très grosse structure, une boîte donc en siège France, mais une boîte américaine et il y avait un enjeu qui s'est mis en moi, c'est: «Oh, c'est grand, c'est un grand poste, voilà, on venait me chercher» et là, je me suis mis un enjeu sur la casquette et j'ai pas osé d'être dans mon naturel où j'étais auparavant, assez à l'aise, où j'amenais ma façon d'être et je suis arrivée dans un système qui était très très éteint, très tu, hein, non dit et je suis restée longtemps comme ça, 1 an, 2 ans, 3 et à un moment donné, je me suis j'étais malheureuse comme les pierres et je me dis: «C'est pas possible, je suis devenue grise», voilà. Tu vois? Je me sentais devenue terne mmh. et je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu quelque chose, un événement et je crois, oui, je crois savoir que c'était la loi Evin, on n'avait plus le droit de fumer dans les bureaux, il y a eu toute une transformation et l'ADG, elle a eu un geste magnifique, c'est qu'elle a offert à tous les fumeurs le cadeau d'un accompagnement avec un psychologue. Voilà. Et donc, il y a eu un grand geste d'attention. C'était une femme qui arrivait à la direction générale aussi, peut-être que ça a joué. Et je sais pas, moi, d'un seul coup, qui j'étais a explosé en réunion. J'ai commencé à blaguer, à m'autoriser à être dans mon naturel, tout en étant professionnelle. Mais dans cette entreprise, j'ai compris que si tu plaisantais, si tu rigolais, tu n'étais pas sérieux, tu n'étais pas crédible. Et je m'étais empêché ça, je l'avais pas compris. Je l'ai vu et quand j'ai lâché ça, j'ai dit: «Si, regardez, ma légitimité était bien installée», ça faisait 3 ans que j'y étais et j'ai commencé à plaisanter, à être naturelle et on a vu que c'était tout à fait compatible. Donc heu, C'est de donc la c'est créativité en plus. voilà et ça a généré L'humour, oui la et ah beh, spontanéité, c'est de la vraiment, créativité qui s'exprime. oui et quand on libère ça, ça libère cette Mmh. créativité, ça libère Mmh. ce naturel à être en lien et ça vient nourrir, je trouve, ça vient ouvrir, l'empathie, la sympathie, hein, la joie, l'amusement. C'est ce qui fait défaut, dans des structures, en fait. Dès qu'il Et y a la vraiment complicité, en fait, ce que tu oui, résumes, enfin, oui, le mot qui peut résumer tout ce que tu viens de dire, c'est la complicité. Et c'est vrai ah que la oui, complicité est une dimension, je trouve, un peu oubliée dans les relations, pas seulement professionnelles, dans certains environnements, c'est même oui, tabou. tabou. Mais la C'est vrai. complicité déclenche cette spontanéité et du coup peut entraîner aussi de la créativité. Parce que plus on se restreint, moins on a de spontanéité, moins on a confiance et moins on libère cette énergie. Donc la complicité
avec les personnes avec qui on co-crée, quel que soit ce que l'on co-crée, s'il y a spontanéité, s'il y a complicité, il y a une forme d'autorisation à être, et là, on donne le meilleur de soi-même. Et c'est vrai que ça passe dans les cercles de parole parce que les gens vont se raconter. Dans l'histoire, on a vécu ça, il y a eu des licenciements, il y a eu, voilà, peu importe ce qui s'est passé, je pense que se raconter, être dans la narration, permet de trouver ce terrain commun où on va devenir complice. On a vécu la même chose. Et ça peut favoriser cette complicité, je trouve. Donc ça passe d'abord par cette libération de la parole. On est en plein dedans avec ce qui s'est passé sur le confinement. Et tu vois, là, moi, je propose des cercles de reconnexion où justement la parole de qu'est-ce qui a été vécu va permettre de se reconnecter dans cette complicité. Bah, ah oui, moi aussi, je me reconnais dans ce que tu racontes. Donc, ça va favoriser, je pense. Tu le vis, toi, dans tes cercles, cette Alors base moi, de ouais, complicité? j'ai vécu une expérience très intéressante durant le confinement, c'est-à-dire que je me suis aperçue qu'un certain nombre des personnes qui étaient régulièrement dans mes groupes de parole avaient du mal à intégrer le fait que si on ne se voyait pas physiquement, nous étions tout de même reliés. Et ça a été pour certaines personnes un enseignement très fort que de réaliser que même confiné chez soi, grâce à cette modernité, et là on voit que si on sait s'en servir, on peut Mmh. servir quelque chose de plus grand que soi et quelque chose de beau en fait. Mmh. Il y a eu certaines personnes qui se sont adaptées très vite parce que j'ai proposé donc de basculer nos rendez-vous en ligne, c'est-à-dire de continuer aux mêmes dates, de nous retrouver, mais en ligne et non pas à mon cabinet. Et donc, certaines personnes se sont adaptées assez rapidement du fait de là où elles en sont, de leur structure psychologique, de leur souplesse. Mais pour la majorité, quand même, ça a été une vraie découverte que de s'apercevoir que lorsque nous étions connectés, que nous travaillons ensemble en ligne, Mmh. nous ressentions ce sentiment de communion, de sororité, des émotions circulaient. Mmh. Mmh. Bref, c'était pareil en fait. Ouais, Et ouais. donc ça a été un apprentissage pour toutes ces personnes de s'apercevoir qu'en fait, nous sommes en lien, quoi qu'il arrive. Et si nous bien entendu, si on reste dans notre coin, qu'on dit rien, qu'on bouge pas, qu'on connecte Mmh. personne, qu'on ne répond pas aux sollicitations, on est déconnecté. Mais si on sait utiliser cette modernité dans ce moment où nous étions retirés du monde, comme on dit, eh bien finalement nous étions quand même connectés au monde. Donc on était tous et Mmh. toutes ensemble. Et donc ça a été une grande découverte pour ces personnes-là de vivre vraiment physiquement et non plus en termes de concept, que tout est lié et que nous sommes tous reliés. Et moi, ça a été aussi un travail intéressant pour moi de les accompagner vers cette découverte, de leur permettre d'assouplir leur résistance, de changer leurs croyances par rapport au numérique, aux connexions, de comprendre que tout comme l'argent, les connexions Internet numériques peuvent être utilisées pour le bien ou pour le moins bien. C'est la même face, c'est le même, Oui. ça s'appuie sur les mêmes ressorts en fait. Il y a beaucoup de choses comme ça dans notre société et je mets souvent en parallèle l'argent parce que c'est un exemple facile qu'on peut comprendre. Et ben notre modernité, elle peut se retourner contre nous si par Mmh. exemple on est hyper sollicité, si on ne sait pas couper nos connexions, si on se laisse bouffer par ça, ou bien si on se discipline et on prend les commandes d'une certaine façon, on peut vraiment utiliser cette modernité pour rester en lien, pour transmettre l'information, pour transmettre le meilleur. Et donc là, on voit qu'on est en relation, même à distance. Et ça a été une expérience fabuleuse et elle m'en parle encore. Donc Ah oui, voilà, ah ouais, oui. ouais, ouais, ça a C'est été très, une très fort. ouverture sur un paradigme qui montre que ma représentation de l'objet internet, de l'objet électronique,
c'est une représentation, mais mon intention première reste le lien et la connexion à l'autre. Exactement. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le partage de nos valeurs. Notre valeur, c'est connectons-nous, discutons, c'est la valeur première, c'est l'intention qui se pose, et l'outil, le moyen, se déplacer. C'est le moyen, voilà, tout à fait. Ou se faire, c'est le moyen qui le permet, c'est vrai. Absolument. Alors, on a une petite question qui est posée par Sabrina, je vais la positionner ici. Donc, merci déjà à vous, vous êtes une dizaine connectés, merci beaucoup et n'hésitez surtout pas à interagir si ça résonne pour vous, manifestez-vous, c'est fait pour, hein, le champ de commentaires. Sabrina nous dit, quand on a peur, c'est aussi parce que la blessure n'est pas encore guérie. Si j'ai peur d'être dévalorisée, c'est parce que je manque de valorisation intérieure. Difficile d'évoluer dans ce cas et de co-créer, qu'en pensez-vous? Alors, que peut-on répondre à Sabrina? Oui, c'est l'illustration parfaite de, en fonction de là où j'en suis, l'extérieur va me sembler infranchissable, certaines situations vont me paraître insolubles, et c'est donc bien un exemple, une fois de plus, qui dit que si on effectue ce retournement au-dedans de soi, si on vient regarder quelles sont nos propres limites internes, et si on arrive à trouver la voie d'accès à plus de liberté, à repousser ses limites, à changer notre vision sur nous-mêmes, notre vision de l'extérieur change et on trouve soudain les situations plus simples, plus fluides, moins effrayantes. Certaines personnes vont même, en effectuant ce changement interne, vivre des expériences qu'elles n'auront jamais vécues. C'est-à-dire que tous les jours, et tu dois le voir aussi, moi je trouve que c'est magnifique de voir sous nos yeux des personnes qui illustrent la chose suivante. C'est que si on effectue une transformation à l'intérieur de nous, à l'extérieur, ça change. Oui. Et les cartésiens vont dire, ouais, mais c'est notre vision qui change. Moi aussi, je l'ai pensé parce que je veux pas plonger dans des croyances rapidement, sans fondement. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que nos croyances changent, donc notre comportement change, donc forcément, les choses sont différentes. Non, réellement, avec les années, j'ai entendu des personnes me raconter des histoires qu'elles venaient de vivre, puisque je les accompagnais sur la durée, qui prouvent vraiment que lorsqu'on dépasse nos limites intérieures, quand on lâche nos résistances internes, à l'extérieur, il se passe des choses totalement nouvelles, qu'on ne percevait pas, mais qui étaient là peut-être en gestation, qui étaient là endormies. Et comme on a eu cette transformation à l'intérieur de nous, on va les voir, on va leur permettre d'exister. Enfin, il y a vraiment… voilà. Donc, si la valeur qu'on se donne, en effet, n'est pas la bonne, ça va être très, très compliqué ensuite de pouvoir se sentir à la hauteur d'une co-création avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a d'abord cette relation à soi qui doit être faite. Parce qu'en fait, on est avec soi, mais on n'est pas forcément en relation avec soi. C'est comme de vivre avec quelqu'un en cohabitation. Il y a plein de gens qui vivent en cohabitation avec eux-mêmes, mais ils ne se rencontrent pas dans la pièce principale. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Mais dans un bureau, une réunion, c'est pareil. Je l'ai vu tellement de fois. C'est pareil. C'est incroyable. Et c'est juste… Pardon, excuse-moi. Vas-y. Mais en fait, là aussi, ça, c'est… moi, ce que Sabrina pose aussi, ça me renvoie, c'est aussi le pouvoir que je donne à l'autre, parce que si je n'ose pas m'exprimer, si je me dévalorise, si je dis l'autre en sait plus que moi, je vais pas donner mon avis dans ce projet, par exemple, c'est aussi parce que je donne du pouvoir à l'autre ou une supériorité à l'autre. Hein. C'est pas seulement que je me dévalue, c'est toujours en rapport à. Comme tu le disais, on se jauge, tu vois, au tout début. Voilà, c'est à ça que je pensais. Oui. Voilà. Et ben c'est aussi à cette bascule en fait. À un moment donné, il y a une bascule, que ce soit moi en plus et l'autre en moins. Je vais à ce moment-là quitter cette horizontalité, cet équilibre où j'accepte l'autre dans toute sa différence et je m'accepte dans toute ma différence. C'est ça que ça m'évoque. Et il y a le rapport à soi, mais si je donne aussi
une valeur à l'autre, Oui. c'est en opposition avec la valeur que je me donne. Hein. Je pense que c'est les deux faces d'une même pièce. Et moins je me donne de valeur, plus je vais donner de valeur à l'autre, plus que l'autre n'en a d'ailleurs. Hein. Oui. C'est-à-dire Ah oui. je me désinvestis, donc du coup, je surinvestis. Oui. Voilà. Et donc, en fait, c'est cette énergie-là et inversement, et c'est cette énergie-là qu'il est nécessaire de rééquilibrer. C'est-à-dire, si je découvre la valeur, si je porte un regard différent sur qui je suis, c'est-à-dire si je porte un regard plus juste sur qui je suis, parce que j'ai déjà de la valeur, c'est juste que j'ai pas pris conscience de certaines dimensions de mon être. Si je découvre en fait ce qui est déjà là, mais que je n'avais pas vu, il y a une énergie, une sensation, quelque chose va se réveiller en fait, va s'épanouir. Et du coup, je ne vais plus surinvestir cette vision de l'autre. L'autre, je vais le voir beaucoup plus tel qu'il est. Hein. Il y a vraiment la vision et plus on se dévalorise, plus notre vision est biaisée sur nous et sur l'autre. Oui. J'ai ma valeur, j'ai aussi ma valeur, l'autre a aussi sa valeur, mais nous n'avons pas forcément la même qualité ou la même compétence. Mais chacun en a une. Et c'est ça, absolument, en fait, qui va ouvrir exactement. Ça. Et ça, c'est vraiment un travail qui n'est pas toujours simple à positionner dans les cercles de projets. Ça prend son temps. Hein. C'est pour ça que c'est un accompagnement, moi, que j'aime sur le long cours. Hein. Je suis moins, honnêtement, hein, ça c'est un partage que je vous fais, je suis pas très team building. Hein. C'est pas du tout mon truc parce que le one shot comme ça, j'en fais pas. Mais je suis en coaching collectif dans ces accompagnements sur le long cours parce que cette transformation est possible dans ces approches où chacun va se rencontrer et bon, on facilite, hein, nous accompagnants. Et c'est là où la richesse va émerger. C'est déjà d'accepter que j'ai une valeur et de leur donner accès à cette valeur. C'est où est-elle? Quelle est-elle? Nomme-la, nomme-toi dans cette valeur et donc s'exprimer. Et tu vois, c'est ce que j'appelle s'affirmer en fait. Je me dis oui. S'affirmer, c'est ça, c'est mon sujet, hein, tu vu, mais et donc du coup, c'est ça, je me dis oui, mais quand je me dis oui, je dis oui à l'autre. Et dans la relation. Et je dis oui à la vie. Et à la vie qui circule aussi dans l'entreprise, parce que il y a une vie incroyable dans les entreprises. Moi, je trouve, j'adore. Hein, moi, c'est pour ça que j'accompagne dans la vie professionnelle, parce que je trouve qu'il y a là, et j'ai des questions d'ailleurs là-dessus, c'est que il y a pour moi dans le cercle entreprise la répétition de schémas de vie. On vient rejouer, on y joue constamment quelque chose qui se vit depuis notre toute petite enfance, et on y joue gaiement, bien souvent de manière inconsciente. Et ça aussi, ça vient influer la relation, ça vient influer aussi notre état d'être et notre bien-être de vie en général. Donc, ces schémas-là, les gens n'en sont pas conscients. On parlait tout à l'heure de cette notion de pouvoir, de jeu, ça vient rejouer nos schémas parentaux, en fait. Les gens absolument. Et nos jeux psychologiques, c'est-à-dire j'arrive avec mes systèmes inconscients, avec ma façon de relationner dont je n'ai pas conscience, ma façon de relationner, je l'ai appris dans l'enfance, je l'ai vu chez mes parents, je l'ai vu dans ma famille. J'ai tous ces programmes-là, ces croyances limitantes, et j'arrive dans ce microcosme avec ces dysfonctionnements. Et forcément, j'ai des feedbacks qui sont pas agréables. Et là, à moi de travailler sur ça ou pas. Et donc, un jour arrive, toi, et on arrive dans ton groupe et on prend conscience de ça. C'est génial, c'est fabuleux. Mais sinon, c'est une véritable souffrance parce que les personnes sont dans leur propre réalité et pensent que c'est la même réalité pour tout le monde. Et la façon dont ces gens-là relationnent, pensent que tout le monde relationne de la même façon, ne voient pas où est le problème, mais pourtant voient qu'il y a un problème. Oui. Et ça peut durer des années et des années et des années, jusqu'au jour où
Il y a le clash. L'information, voilà, oui, il y a le clash. Et puis, on commence à se poser des questions en se disant, est-ce qu'il y aurait quelque chose de possible? Oui, de découvrir comment on relationne, quelles sont nos croyances, quelles sont nos répétitions, comment on communique, ne serait-ce que la façon dont on utilise certaines phrases, mots, Oui, intonations, comment on entre en relation et comment on demande à l'autre, comment rien que ça, il y a une matière d'une richesse infinie et mhm, donc des solutions et des clés fabuleuses et après ça facilite grandement l'existence. Mais quand on arrive avec tous nos bagages dans ce microcosme de l'entreprise, se rejoue forcément nos schémas. On est à nouveau dans les mêmes situations finalement qu'on connaît et il est nécessaire qu'arrive quelque chose pour créer ce déclic et sortir du cercle vicieux. Sinon, ça peut durer un long moment. En plus, ça renforce toutes nos croyances limitantes. Ça confirme que oui, le monde est comme ça. Non, le monde n'est pas comme ça. Il peut fonctionner autrement. On peut fonctionner autrement. C'est tellement, ça libère d'une façon. Enfin, moi, je vois à quel point la vie des personnes change à partir du moment où elles comprennent ce qu'elles mettent en place oui. avec les autres. Ah, c'est magnifique. Qu'elles ont leur part de responsabilité, pas de culpabilité, qu'elles ont leur part de responsabilité et donc qu'elles peuvent être actrices ou acteurs de ce changement, qu'il est donc possible d'avoir un autre feedback. Mais oui, mais oui. On va répondre à Vanessa qui nous pose la question. Plus on chemine vers l'amour de soi, plus on est donc dans l'altérité avec l'autre. Est-ce qu'on peut lui dire comme ça? Oui. Oui, est-ce qu'on peut le dire comme ça? L'amour de soi, c'est le respect de soi. Déjà, ça, c'est un gros boulot. Je dirais que c'est une des étapes les plus importantes dans l'amour de soi. C'est où j'en suis en termes des actes que je pose qui vont dans le sens du respect de ma personne, du respect de mon corps, du respect de mes émotions, du respect de mes valeurs, de toutes les dimensions, en fait, de mon être. Donc, si je progresse si j'évolue, en fait, dans la notion de respect, c'est-à-dire je me respecte, je pose des actes respectueux envers moi-même, donc je vais davantage oser me faire respecter des autres, les abuseurs, les dominateurs ou trices, voilà, quel que soit je vais donc pouvoir poser les limites. Donc, ça, c'est déjà les 2 étapes. Oui. Respect de moi, respect de l'autre. Respect de l'autre. Ensuite, je peux être dans l'intention d'être dans l'altérité. Ça ne veut pas dire que l'autre va être dans l'intention de l'altérité. Et c'est là où la notion de respect pourrait se perdre. C'est-à-dire, quand on est empathique, émotionnel, relationnel, voilà, les gens qui sont, pour qui la relation est importante, qui vibrent à ça, voire même qui fonctionnent à ça, ces personnes-là, elles vont vouloir que les choses se passent bien. Et donc, elles vont envoyer un message d'altérité à l'autre. Mais l'autre peut apporter ces jeux psychologiques dont on parlait tout à l'heure et être dans un autre mode relationnel. Et être dans quelque chose qui est plus de l'ordre du rapport de force, du dominant-dominé. De refus. De refus, de méfiance. Oui, oui. Et donc là, l'altérité qu'on apporte, qu'on offre à l'autre ne sera pas reçue. Et c'est dans ces moments-là qu'il peut y avoir parfois des conflits, plus ou moins larvés, plus ou moins visibles, et où il nous faudra, dans notre amour de nous-mêmes, ne pas oublier où se trouvent les limites et à quel moment il nous sera nécessaire, par respect pour nous-mêmes, de dire là, c'est magnifique. C'est super ce que tu dis là. Je reconnais tellement de choses déjà. Mais c'est grâce à la question de Vanessa. Merci Vanessa. Mais ce qu'il y a, je reconnais ça moi. J'imagine que vous aussi qui nous écoutez, je reconnais ça dans du vécu en entreprise et dans ces prises de conscience que c'est ça qu'il s'agissait pour moi de faire et c'est ce que j'invite maintenant mes groupes à regarder. C'est à partir de quand je ne dois pas me négliger et cesser de tenter quelque chose qui ne peut pas prendre.
Et ça, c'est super important parce que quand on est à l'extérieur, dans une vie plus, on peut partir, on peut pas forcément quitter un travail parce qu'on s'entend pas avec les gens qui sont autour de nous. On peut tenter de favoriser quelque chose. On peut ouvrir ce dialogue, ouvrir cette confiance, se dire pour, et moi, c'est ce que j'appelle prendre sa place, vraiment s'affirmer parce que s'affirmer, se dire oui, cet amour de soi, c'est s'affirmer pour moi. Et quand je le fais, j'autorise l'autre à le faire. Je donne à l'autre un regard sur ce qui est possible dans cet environnement où ça ne l'était pas. Et donc, c'est ça que je pense qu'on peut proposer, mais c'est pas forcément pris, tu vois. Et là, il faut comprendre sa limite. Oui, et accepter que notre impuissance, parce que l'autre, Oui. dans son libre arbitre, a aussi le droit de ne pas prendre ça, parce que la personne est dans une autre vision du monde, avec d'autres schémas relationnels, des jeux psychologiques qui sont encore actifs pour cette personne-là, et elle n'a pas accès à quelque chose d'autre, et elle ne veut pas parce que ça lui fait peur, mais elle n'en a pas conscience. Et on va vers ce qu'on connaît, on continue encore et encore de la même chose parce qu'on connaît. Et si on offre à ces personnes-là la possibilité d'un changement alors qu'ils ne sont pas prêts, ça n'est pas possible, hein, ça ne se passe pas comme ça. Et ça renvoie, je trouve aussi, à accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, accepter qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, mais que c'est pas avec les meilleures intentions du monde qu'on change forcément toujours le monde. Absolument, mais Pas complètement. toujours, ça Et ce peut, qui mais pas fait, toujours. ouais, non, ce qui fait écho, tu vois, c'est, j'entends souvent des salariés dire, donc cadre ou non cadre, mais dire, de toute façon, ici, c'est comme ça, on changera rien. C'est faux. C'est-à-dire que ça peut effectivement ne rien changer, mais ce qui est sûr qui ne changera rien, c'est si je ne fais rien, si je ne tente rien. Et à minima, ce que chacun peut tenter, c'est cette ouverture de dialogue. Ce questionnement de qu'est-ce qui se passe pour l'autre, c'est prendre le. Personne ne fait avancer ce dossier, ce projet. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Je peux le prendre et tenter. Et on me dit non, bah c'est non. Hein. Parce que moi, j'ai fonctionné comme ça. Moi, j'étais plutôt. J'anticipais tout, c'est-à-dire que j'étais pas attentiste hein, dans mon approche. Mais il y a beaucoup de gens qui sont attentistes, qui sont déjà dans le renoncement à tout changement possible, tant ça leur paraît énorme. On a cette conscience qu'effectivement, on peut se changer soi et pas l'autre, mais on peut quand même s'ouvrir soi et se proposer autrement. Ça, c'est là où je pense qu'on peut inviter les systèmes à plus d'espoir. Alors, ça me fait penser à ton livre. c'est très en lien à ça parce que c'est moi, ça m'a parlé là-dessus. Pour moi, c'est ça. C'est se donner l'espoir que c'est possible. Se donner l'espoir qu'il y a cette ouverture parce que moi, je fais quelque chose. Même si c'est tout petit. C'est l'effet papillon, tu vois. Oui, c'est faire notre part, en fait. Oui. On lance la petite graine, on lance une énergie, on lance une intention, on propose quelque chose, la personne saisit ou ne saisit pas en fonction de son libre arbitre conscient et inconscient, en fonction de là où elle en est, en fonction de, voilà, de plein de choses. Ce qui est important, c'est d'accepter que parfois, il n'y a pas d'écho. Et on ne peut pas co-construire ou co-créer avec d'autres personnes à ce moment-là, tel qu'on le pensait. Et ça fait aussi partie de la magie de la vie, c'est-à-dire que y a des surprises, des déceptions, parce que quand n'arrive pas quelque chose qu'on attendait, on est déçu. Et c'est aussi tout un travail et c'est un de mes dadas, ça, c'est comment on relationne avec la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe, et ça, c'en est un exemple, ou qu'est-ce qu'on fait de ce qui ne se passe pas, qu'est-ce que ça me dit? Bien souvent, ça dit, tu as fait ta part, l'autre, dans son libre arbitre, n'a pas pris, continue ton chemin. Et c'est là où j'allais justement en venir. C'est très bien parce que je me disais, il arrive peut-être à un moment que on est dans un système, voilà, on s'y nourrit, on apprend des choses, on gagne de l'argent, voilà, on vit ce qu'on a vu dans cette entreprise. Et puis arrive un moment où on se dit, j'arrive au bout de ce qu'il est possible pour moi de trouver enrichissant ici. Et peut-être qu'il est simplement le système, vraiment l'environnement me renvoie qu'il est
peut-être temps pour moi d'aller vivre autre chose ailleurs. Et c'est là où le pas est grandement difficile pour beaucoup. C'est-à-dire, parce que dans l'esprit de beaucoup, c'est je dois tout recommencer ailleurs. On recommence pas tout. On fait que poursuivre parce on s'est tellement empli, nourri de quelque chose de nouveau. On s'est transformé. On n'est certainement pas, après 5 ans dans une boîte ou 10 ans ou 20 ans, le même qu'on était au départ, bien entendu. Et donc, on repart de plus belle, mais pas tout à recommencer à zéro. Et les gens ne voient pas cet aspect des choses, tu vois. Ils sont nourris de toutes ces relations et ils vont, la hotte garnie, nourrir un nouveau système sur un palier différent qui va être en plus en lien avec nos valeurs encore. Et ça, c'est souvent omis dans l'esprit des gens. Ce qui est dommage. Oui, c'est très intéressant parce que, en effet, on peut retrouver cette vision de la vie, en fait, hein, ce regard sur la vie, aussi, par exemple, en thérapie. Il y a des personnes qui ont fait un chemin avec un accompagnant, et puis ils disent, quand on leur dit, quand des amis leur disent, mais tu veux pas recommencer, enfin pas recommencer, justement, tu veux pas à nouveau poursuivre ce chemin de travail de thérapie. Ah non, non, il va falloir que je raconte tout à nouveau à cette nouvelle personne. Donc, il y a en effet cette notion de on recommence, on repart de zéro, en fait. C'est très, très intéressant parce qu'en fait, ce filtre, parce que pour moi, c'est vraiment un filtre qui déforme notre perception, on la retrouve dans beaucoup d'espaces, de domaines de vie, où les êtres ont la croyance que quand ils vont quitter une tranche de vie, ils vont recommencer à zéro. Donc, forcément, il y a la notion d'échec, parce que ça veut dire que tout ce qu'on aura appris avant, poubelle, on recommence de zéro. Non, la vie est faite de tout ce qu'on a appris et on est riche des apprentissages, riche des succès, des non-succès, riche des rencontres, riche de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, bref. Et on continue notre chemin. Et ce que tu disais à l'instant sur les niveaux différents me fait penser à... Moi, je vois ça comme je ne joue pas aux jeux vidéo. Je n'ai aucune idée de comment ça marche, mais il y a un truc que je sais parce que ça m'a parlé. Voilà, j'ai capté l'essentiel. C'est que quand tu marques des points suffisants, tu passes un niveau. C'est ça. Mais c'est exactement comme dans la vie. Mais oui, c'est pareil. C'est comme dans la vie. C'est génial. J'adore le parallèle. Donc, on gagne des points, on passe des niveaux et on passe encore un niveau et on ne sait pas quel est le parcours qu'on va vivre à ce niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau... On ne sait pas d'ailleurs combien de niveaux il y a parce que c'est infini et qu'on peut gravir tous les niveaux et qu'on ne sait pas quels vont être les parcours, les pièges, les gros dragons, les fontaines d'or, les joyaux. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure à propos des joyaux. La vie, c'est ça. Oui. Mais on repart pas de zéro, jamais. Non. On change des habitudes et c'est peut-être cet inconfort que les gens vont traduire autrement. Mais c'est juste de remettre les mots dans leur vraie signification. C'est je vais devoir quitter mes habitudes et l'installation de tout ça. C'est tout. Et savoir quitter est essentiel pour pouvoir permettre que le nouveau arrive. Parce que si, j'en parle beaucoup dans mes accompagnements par rapport à l'amour et au célibat, et où ça, c'est une étape extrêmement importante. Donc, tout changement de vie, c'est valable pour tout changement de vie. C'est-à-dire que si je ne sais pas quitter certaines choses, certaines personnes, certains lieux, certaines croyances, certaines vérités que je croyais vraies qui ne le sont pas tant que ça, si je fais pas la place, ça peut pas rentrer. Le nouveau peut pas rentrer. Donc, c'est en ça que le processus de changement n'est pas toujours facile parce qu'en effet, il nécessite de laisser partir pour pouvoir accueillir le nouveau. En revanche, nos acquis, nos pierres précieuses, nos points gagnés, on les a.
Oui, oui. On les garde à Mmh. tout jamais. Ça s'appelle l'expérience. Et c'est en ça que pour une fois, le temps joue en notre faveur. Nous qui nous plaignons toujours du temps qui passe, du temps que l'on n'a pas, du temps, voilà. Mmh. Et ben là, le temps est notre allié. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, en âge, plus on acquiert des expériences et donc on a la possibilité de devenir plus sage. Et chaque changement de vie, on part avec notre petit lot de pierres précieuses, d'apprentissage qui nous ont rendus plus sages. Par contre, il faut savoir laisser partir ce qui n'est plus utile, ce qui n'est plus utile, je veux dire, dans le sens à notre épanouissement, qui ne nous correspond plus parce que c'est plus la même énergie, c'est plus la Mmh. même vibration, on n'est plus la même personne. On n'est plus la même personne et ce parallèle, tu vois, c'est là où les seniors ont une grande valeur dans l'entreprise. Ils ont une valeur de cette histoire passée, de ces rencontres différentes, de ces événements vécus, où ils ont su transformer et engrammer quelque chose, où c'est direct, la réponse est là déjà, je l'ai dans ma besace, que n'ont pas certains jeunes et le partage des expériences, hein, le padawan et son apprenti, ça se fait de plus en plus le mentoring dans les entreprises. C'est comment vraiment ça prend, ça vaut la peine justement de mettre ça en œuvre parce que c'est là où se mêle cette innocence, ce regard neuf du nouveau qui arrive, de l'inexpérimenté et la sagesse du senior et cette valeur qui est là. Et donc, c'est important de pouvoir garder ces groupes, ces équipes dans une diversité au niveau de l'âge, des genres et des choses comme ça. Plus il y a de la diversité, moi je trouve que plus ça enrichit notre système en fait. Donc du coup, oui, euh, cette altérité, elle se vit comme ça en fait, dans ces différences et dans l'acceptation que je dois aussi quitter certains états. Euh, je pense que la difficulté, enfin le regard qui s'est posé, tu vois, ça m'évoque ça, sur les seniors, dans beaucoup de structures, c'est le fait que beaucoup de personnes s'étaient accrochées à la difficulté de changement. C'est bien que ce phénomène, c'est le fait de ne pas de s'accrocher à ses acquis, à coller l'étiquette que si tu as déjà 15-20 ans dans l'entreprise, tu bloques. Tu vois, et donc on a collé cette croyance-là, beaucoup. Donc c'est ce qu'on est en train de changer dans les accompagnants comme moi, par exemple, pour montrer que, au contraire, il y a une facilité maintenant qui se fait de plus en plus de nourrir les jeunes dans leur inexpérience. Et c'est pas, on s'accroche pas à des vieux acquis. C'est une idée reçue que la majorité des seniors le font. C'est pas vrai. Mais il y a vraiment, je pense, à changer un peu l'image stéréotypée des entreprises comme ça. Il y a de plus en plus d'ouverture, de travail collectif qui se fait, ça se nourrit, ça bouge. Alors moins dans les administrations, je te l'avoue, parce que moi je les accompagne et je vois que c'est plus lent. Je suis pas étonnée. Il y a toujours du retard, mais c'est un peu normal hein, dans la façon de structurer les administrations. C'est des grands paquebots, donc c'est plus difficile à manœuvrer qu'un petit voilier, on est d'accord. Mais n'empêche que voilà, c'est vraiment la relation. Ça fait 1 heure, voilà. Je ne vois pas de questions, je voulais répondre. Je vois des beaux diamants de Sandrine. Regarde, on va les afficher quand même. Merci beaucoup. Hein. Écoutez, moi, je pense qu'on a fait un beau voyage autour de cette relation dans le cercle professionnel, dans le monde de la vie de l'entreprise et de ce qu'on y joue personnellement, qui est très en lien avec nos histoires de vie à nous, à chacun. Tout est lié, il n'y a pas de frontières. Pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation, si ce n'est l'horaire de travail. Mais on y arrive avec nos émotions, avec tout notre être. Et je pense que c'est ça qui est important de bien reconnecter. Qu'est-ce que tu en penses? J'avais envie de rebondir sur ce que tu as évoqué concernant les seniors. C'est un des aspects que j'évoque dans mon dernier livre, La force de la rencontre. Et la rencontre avec le mentor est, selon moi, une sorte de passage nécessaire si on a la chance
de vivre ce passage parce qu'on n'a pas toujours la chance de rencontrer un mentor ou de le reconnaître. Mmh. Mais selon moi, c'est vraiment c'est un aspect extrêmement important dans notre parcours de création, de parcours professionnel, de savoir reconnaître qui ont pu être nos mentors aussi. Parce qu'il y a le reconnaître quand il est là, mais il y a aussi se remémorer les personnes que nous avons rencontrées qui ont été des mentors pour nous, mais nous n'en avions pas conscience à cette époque-là parce que nous n'avions pas le décodage, la disponibilité, la maturité. Et il est toujours temps, en fait, de regarder derrière et de faire ce petit rituel de gratitude, de se dire, attends, mais qui j'ai rencontré? Quelles ont été les rencontres qui ont été fortes pour moi parce qu'ils m'ont révélé certaines dimensions, certains aspects de moi, ma vocation. Oui, mais Et il est toujours temps de les remercier dans le cœur, dans l'esprit ou matériellement en envoyant un petit mot de gratitude. Et ça, je trouve que ça donne des points de repère dans notre biographie. Tu parlais de la narration tout à l'heure, qui est un élément dans les groupes que tu organises, qui est un des éléments importants parce que c'est là qu'il peut y avoir de la complicité qui se crée parce qu'on se reconnaît semblable. Il est aussi important d'être consciente de notre biographie. C'est quoi mon histoire? Et quels ont été les personnages qui ont pas changé ma vie parce que j'ai déconstruite ma vie, mais qui oui, ont mis l'éclairage, impacter mon impacté, parcours. Ouais. réveillé, qui m'ont révélé à moi-même dans cette rencontre, qui ont été des déclencheurs de conscience, des déclencheurs de mouvement, qui ont été des déclencheurs de choix. Et voilà, c'est ce que j'avais envie Ah, de tu dis, dire. moi j'ai vécu ça. Quand j'étais toute jeune, je rentrais dans une entreprise, je venais à peine d'être embauchée, j'ai démarré à zéro de rien du tout. Et j'ai eu cette rencontre synchronistique incroyable, sachant que j'avais fait des études de droit parce que j'avais un peu raté mon lycée, tout ça, alors qu'au départ, quand j'avais 14-15 ans, je voulais être ingénieur informaticien. J'avais vite renoncé à tout ça, ne faisant pas de bac scientifique. Et je rentre dans cette entreprise vraiment pour un petit boulot de secrétariat. Et le premier ordinateur personnel arrive dans le service. Et personne ne savait s'y connecter, c'était compliqué, il y avait un petit mode opératoire. Et moi, je me dis, j'adore l'idée, je vais pouvoir taper des textes là-dessus. Je descendais pointer à 5 heures, parce que je n'avais pas le droit de rester si je pointais pas. Je descendais pointer comme si j'étais partie, je remontais toute seule dans les locaux, apprendre. Et à 8 heures le soir, je vois un grand bonhomme arriver qui ressemble à Sean Connery, tu vois, vraiment, costard 3 pièces, mais l'homme, voilà, comme ça, une prestance, un charisme. Waouh! Et il me voit, j'avais une petite lumière, donc dans ce grand open space. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Et moi, je me suis sur l'ordi, et en fait, c'était l'ingénieur informaticien de la structure qui arrivait. Il me dit, ça vous plaît? Je dis oui. Il s'en va, il revient avec 3-4 bouquins. Il me dit, quand vous aurez fini ces livres de MS-DOS, hein, de PC, vous viendrez me voir. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'informatique, et c'est comme ça qu'ensuite je suis devenue chef de projet, responsabilité. J'ai grandi professionnellement. Wow. Ça a transformé ma vie, et la boucle était bouclée. J'ai rejoint ce métier que j'ai pas pu faire d'ingénieur informaticien, je l'ai rejoint par le biais de cet homme-là. Tu te rends compte? C'est une rencontre. Waouh, c'est formidable, j'adore cette histoire. Ah Voilà, oui, c'est tellement illustratif en effet de ces êtres qui arrivent au qui bon moment, chamboule. porteurs de messages, à nous ensuite de recevoir, de suivre la voie. Mais ce sont des portes en fait qui Oui. s'ouvrent sur Oui. notre destinée. Et on voit dans ces moments-là, et merci pour cette anecdote importante de ta vie, on voit notre libre arbitre. Dans notre libre arbitre, on reçoit ou on reçoit pas? Qu'est-ce qu'on Ouais. en fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos temps? Et quand on reçoit, parce qu'on sent que, parce qu'inconsciemment, on sait
que l'on doit recevoir de cette personne et suivre le message, ça s'ouvre et ensuite ça va tout seul, quoi. C'est comme un flot, une vague, et il n'y a plus qu'à surfer dessus. C'est formidable. Oh, écoute, j'ai envie qu'on reste sur ce mot de la fin que tu viens de me donner, parce qu'il y a vraiment une fluidité qui s'installe, magnifique. Écoute, vraiment, merci pour ce partage, pour ce moment échangé qui, moi, m'a complètement nourrie et donné encore plus la conviction que je me sens à la bonne place. Je vous remercie. Donc voilà, il y a des très bons petits témoignages. Merci, voilà, magnifique, très belle histoire. Merci à Sandrine, merci à Sabrina, merci à Vanessa. Merci de votre présence et de vos petits partages. Johanna aussi, merci beaucoup. J'ai été ravie et écoute, moi tu me laisses, je dirais, l'eau à la bouche sur plein d'autres sujets dans les mêmes esprits, donc c'est pas impossible que je revienne vers toi pour qu'on partage à nouveau, parce que c'est vraiment un régal. Partager. Vraiment, je suis ravie de ce moment partagé avec toi. J'ai pu exprimer sous une forme différente certaines choses. Donc, on a vraiment l'illustration que on co-crée avec un autre être toujours quelque chose de nouveau, même si nous sommes la même personne. J'ai exprimé les choses sous un angle différent, avec, voilà, j'ai moi-même découvert des aspects en le disant. J'ai reçu des informations inattendues, voilà. Donc ça ne pouvait être possible qu'avec toi, dans cet instant. J'étais pleine de joie dès ce matin au réveil. J'étais pup comme ça, parce que mon âme sent vraiment que voilà, c'était juste, et donc je serais ravie de partager un autre moment de co-création avec toi. Avec grand plaisir. Parce que ça m'a nourrie aussi, et voilà, j'ai le cœur toujours aussi pétillant, et ça n'est que la confirmation que voilà, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et moi, je me suis engagée avec moi-même au début de cette année à ne co-créer qu'avec des personnes avec qui c'est joyeux dans mon cœur. Et parce que je trouve que, voilà, on s'impose parfois bien des situations rudes, dures, rugueuses. Et donc, je me suis engagée avec moi-même, comme je le dis dans mon roman, à avoir une vie simple, fluide et facile. Et la vie me le rend bien, et tu fais partie des personnes qui correspondent aux personnes avec qui j'ai envie de co-créer. Voilà, tu as la vibration, l'état d'esprit, la façon de relationner qui pour moi correspondent à un monde harmonieux pour moi. Et donc, je tenais vraiment à te remercier de cette invitation et de ce moment partagé, parce que voilà, c'est tellement chaud doudou à mon cœur. Je pense à la même chose, c'est cadeau, c'est bonbon. Et c'est ça qui moi, me nourrit aussi profondément. Et j'espère aussi que donc les personnes qui ont regardé et qui vont regarder le replay pourront être aussi recevoir ces énergies et ce partage qu'on a créé ensemble, qu'ils puissent en recevoir ce dont à la hauteur de ce dont ils ont besoin. Voilà. Voilà, ça rejoint ce que tu avais évoqué, c'est donner, offrir, nourrir. Et donc, voilà, c'est infini, c'est sans fin. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on a passé ce moment avec vous. Merci beaucoup et partagez-le si ça vous a plu. N'hésitez surtout pas. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.